Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors avec l'annonce hier par le gouvernement de nouvelles restrictions, vous vous demandez sûrement si vous pourrez prendre l'avion cet été. Quelles seront les modalités pour embarquer et quelles nouvelles lignes seront disponibles au départ de l'aéroport de Marseille-Provence? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité Philippe Bernon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'aéroport Marseille-Provence et également vice-président de l'Union des aéroports français. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve dans une poignée de secondes, juste après vous avoir présenté Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien. On voit ça avec ces jolis hauts qui est finalement en lien avec votre chronique puisque vous nous apprendrez à réaliser soi-même une eau florale, d'où ces jolies fleurs que vous arborez. Oh, mais vous êtes trop forte, magnifiquement Alexandra. bien. Mais oui, je suis inspirée, c'est vous qui m'inspirez. Et Marianne, comment allez-vous? Bonjour Alexandra, ça va très bien aussi. Bon, ravie de vous revoir toutes les deux sur le plateau en même temps. Ça faisait longtemps que ce n'est pas arrivé. Hein. Ça faisait très longtemps. Ouais. Alors Marianne, Pâques, bien évidemment, ce week-end. Alors les chasses aux œufs avec les annonces faites hier ont été pour la plupart annulées, mais il en est une qui reste. Donc vous nous la présenterez. Sélection de chocolatiers également. Oui. Et puis, oui, petit retour sur le poisson d'avril. Oui, c'est aujourd'hui. 1er avril aujourd'hui, voilà. Quand même un peu de légèreté. Vous avez raison. On reviendra sur l'origine justement de cette tradition. Mais pour démarrer, je vous le disais, donc le trafic aérien, bien sûr, est au ralenti. Les déplacements autorisés seulement pour motifs impérieux. Philippe Bernon, comment l'aéroport de Marseille-Provence fait-il face aujourd'hui à cette crise sans précédent ? Alors, c'est une situation effectivement qu'on connaît depuis maintenant pratiquement un an, avec des hauts et des bas, une reprise timide à l'été 2020, puis après une période de confinement intense, tout le monde s'en souvient, une nouvelle baisse du trafic à la rentrée, le nouveau confinement de novembre, puis une bulle de respiration autour des fêtes de Noël, et puis là un trafic qui est à peu près stabilisé à hauteur de 20% du trafic normal. Oui. C'est une situation que on avait malheureusement anticipée. Pour nous aujourd'hui, la cible, c'est effectivement, et vous l'avez souligné, le redémarrage à la saison été, c'est-à-dire d'ici à peu près fin juin et début juillet. Donc dans l'intervalle, aujourd'hui, l'aéroport, d'abord, il est resté ouvert, H24. C'est un service essentiel du territoire. Évidemment, on a fermé une année 2020 avec à peu près un tiers seulement du trafic normal, et il faut aussi savoir que sur ce tiers, la moitié de ce trafic était sur les mois de janvier, février et mars. Donc, c'est vous dire la faiblesse de l'année. Donc, le point important était absolument maîtriser nos dépenses, comme une entreprise. Un aéroport, c'est une entreprise. C'est pas, on ne vit absolument pas de subventions publiques. On est complètement gestionnaire de nos comptes d'exploitation. Et donc, la priorité était effectivement la réduction de nos dépenses pour qu'on puisse préserver notre capacité à agir lorsqu'on sera en période de reprise, et également pour protéger l'ensemble des emplois de l'aéroport. C'est une position qu'on a prise. On n'a pas voulu aller vers des solutions entre guillemets de casse sociale. On considère qu'on a des gens qui ont beaucoup d'expertise, beaucoup de savoir-faire, et simplement on a fait en sorte de s'adapter à une situation certes très compliquée, mais de s'y adapter de la meilleure manière possible. Et puis on a un peu puisé effectivement dans nos réserves pour arriver à tenir. Voilà un petit peu comment on a réagi. On a vraiment voulu également privilégier bien sûr la sécurité sanitaire de nos passagers, ainsi que le service. Philippe Bernon, avant de parler des passagers et des conditions de voyage aujourd'hui, j'imagine que pour la plupart des compagnies, le bilan est désastreux. Est-ce que vous pensez que certaines ne se relèveront pas de cette crise? C'est une des craintes qu'on a. Pour l'instant, aujourd'hui, ça a l'air de tenir.
Il y a eu très peu de compagnies qui ont mis la clé sous la porte. Hein. C'est un risque qu'on avait parfaitement identifié, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans une logique beaucoup plus dure de destruction, quelque part, de l'appareil productif du transport aérien. Oui. Pour l'instant, effectivement, la situation a l'air de tenir. Je pense que les compagnies ont fait d'énormes efforts également sur leur structure de coût pour arriver à passer cette période-là. Donc, maintenant qu'on est, je pense, en train peut-être de voir le bout du tunnel, je pense que il faut absolument tenir, et je pense que les compagnies sont dans cette logique-là et elles ont l'air d'y arriver. Alors, la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui rêvent de pouvoir monter dans un avion, voyager à nouveau. Alors, on le sait aujourd'hui, il est impossible de voyager pour faire du tourisme, hein, tout simplement. Pensez-vous qu'il faut se préparer à voyager autrement dans les mois à venir? On évoque bien évidemment le passeport vaccinal. Il faudra passer par là? La crise sanitaire, au-delà de la pandémie elle-même, hein, qui nous a impacté, mais c'est pas la première fois des crises sanitaires, on en a géré. Hein. Il y a eu, je rappelle la crise H1N1, le SARS. Les aéroports sont relativement rompus à cela. Ce qui vraiment aujourd'hui pose d'énormes difficultés, c'est qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises, et par l'ensemble des pays, hein, sur la fermeture des frontières et donc sur la restriction de la liberté de voyager. Oui. Donc ça, c'est une réaction face à une crise grave et une pandémie extrêmement grave. Il faudra dans l'avenir travailler à ce que les conséquences de ce type de pandémie ne provoque pas le même type de réaction, entre guillemets, forcée par les circonstances. Donc le passeport vaccinal pourrait être la solution, hein, pour voyager tranquillement et cet été, hein, pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser leurs vacances. Vous, au sein même de l'aéroport Marseille-Provence, quel dispositif avez-vous mis en place pour respecter au mieux justement ces mesures sanitaires? Peut-on faire un test Covid chez vous avant d'embarquer? Tout à fait. Alors d'abord, on respecte strictement tous les protocoles sanitaires au niveau de la distanciation, de la désinfection de l'ensemble des surfaces, pour que nos passagers soient confiants dans le fait qu'ils ne puissent pas être contaminés à l'aéroport. Ensuite, pour la facilité du voyage, effectivement, le Marseille a été le premier aéroport français à proposer à des passagers, de manière bénévole, s'ils le souhaitaient, de se faire tester au départ. Donc ça a été les tests antigéniques. Hein. Le premier aéroport français, donc Marseille, a proposé des tests antigéniques au départ. Et puis depuis, bien sûr, on a continué effectivement à proposer tout ce qui était possible en matière de panoplie de tests. Je mets un petit peu à part les tests à l'arrivée qui ont un caractère obligatoire dans le cas où les passagers voyagent sans certificat. Sur les tests au départ, vous avez un laboratoire qui aujourd'hui est installé à demeure à l'aéroport, auprès duquel vous pouvez prendre un rendez-vous et à pratiquer soit un test antigénique, soit un test PCR. Vous avez les résultats en moins d'1 heure. D'accord, donc c'est très rapide. Ce qui vous permet effectivement de remplir les obligations qui sont les vôtres pour voyager. Alors dans ce contexte morose, hein, certaines compagnies proposent de nouvelles destinations pour cet été. C'est le cas de Ryanair notamment, qui a annoncé 6 nouvelles lignes, hein, vers Alghero, Bari, Corfou, Minorque, Rhodes et Tétouan. Donc on peut rester optimiste? Oui, il faut rester optimiste. Bon, aujourd'hui, encore une fois, les vacances de Pâques, sur lesquelles on pouvait encore avoir quelques espoirs, se sont effectivement évanouis. Mais pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. On pensait que d'une manière ou d'une autre, ça serait extrêmement compliqué. Oui. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir donner une saison été et des possibilités aux passagers de voyager. Le président de la République, effectivement, nous a annoncé hier des perspectives possibles d'un début de reprise à la normale de manière pérenne, hein, en arrêtant un petit peu ces stop and go à partir du 15 mai. Donc, quelque part, effectivement, la saison été
je dirais pas être normal, mais quand même être quand même tout à fait correct. Et les compagnies, Oui. aujourd'hui, y croient. Ils croient, et en tout cas, ils y croient à Marseille, puisque effectivement, Ryanair a annoncé 8 nouvelles destinations, un 4e avion basé. Alors, l'avion basé, c'est bien pour les passagers parce que ça offre des destinations. C'est bien pour l'économie du territoire parce que c'est des emplois créés. C'est du personnel qui est effectivement basé à Marseille, à la fois personnel navigant, mais aussi personnel au sol. Donc, tout ceci est extrêmement positif. Ryanair n'est pas le seul. Volotea annonce, alors un peu plus tardivement, à partir de septembre, la reprise de tous les vols sur l'Algérie, qui avaient été abandonnés bien avant la crise Covid par une compagnie qui s'appelait Glazur. Oui. Vous avez également Air Arabia qui a annoncé l'ouverture de destinations sur le Maroc, qui est une nouvelle compagnie qui n'était pas présente jusqu'à présent à Marseille. Alors évidemment, il y a la parenthèse marocaine avec la fermeture des frontières, mais ça montre quelque part qu'il y a une vraie appétence pour les compagnies à développer un réseau de Marseille. Et puis pour les destinations lointaines, vous avez Air Austral qui vient d'annoncer l'ouverture sur Mayotte à compter de fin juin. Juste Philippe Bernand, pour terminer, les compagnies semblent plus flexibles justement pour tout ce qui est modification, report de voyage au vu des conditions actuelles, vous confirmez? Oui, tout à fait. Elles essaient au maximum. Enfin, elles prennent en compte la réalité de la crise et surtout le fait que personne n'est maître des décisions qui peuvent être prises avec un préavis assez court. Si on veut que les gens aujourd'hui voyagent, il faut leur laisser la flexibilité de pouvoir bouger un billet d'avion. Donc les offres aujourd'hui, les compagnies aériennes se sont parfaitement adaptées à cette situation-là, de manière à ce que vous puissiez bouger effectivement votre billet d'avion si pour une raison ou une autre, vous êtes amené à modifier votre programme. Merci beaucoup pour ces explications, Philippe Bernand, président de l'aéroport Marseille-Provence. On vous laisse retourner justement à vos obligations. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous poursuivons cette émission. Merci, bonne journée à vous. Alors, Marianne, sans transition aucune, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Alors, 1er avril, la tradition veut qu'il y ait un petit poisson qui passe par là, souvent. Enfin, il y a longtemps qu'on ne voit plus trop de personnes dans la rue avec des petits poissons accrochés dans le dos. Je trouve que la tradition, c'est plus pour les enfants, quand même. Ouais, mais c'est plus très tendance, en fait. Non, c'est plus très tendance, Catherine. Non, ils préfèrent s'envoyer des blagues NDR sur Insta ou TikTok. Ça vient d'où, cette tradition du 1er avril, du petit poisson, Marianne? Eh bien, a priori, apparemment, c'est plutôt français. Donc, c'est au XVIe siècle, 1564, l'édit de Roussillon, Charles IX, qui, en fait, change la date d'entrée dans la nouvelle année. Avant, figurez-vous qu'on fêtait bien la nouvelle année le 25 mars. Voilà. D'accord. Le 25 mars, donc on va dire entre le 25 mars et le 1er avril, on s'échangeait des cadeaux. Voilà, c'était festif, c'était Noël, en fait. Ah, c'est marrant, ça, je savais pas du tout. Voilà, et l'édit dit, maintenant, ça va être le 1er janvier. Du coup, grosse frustration pour la population. Et donc, en fait, à la place de s'échanger des cadeaux, ça part dans les blagues, dans les amusements. Et donc, pour perpétuer quand même cette période festive, donc du 1er avril. Et vous allez me dire, mais pourquoi le poisson? Mais oui. Et bien là, en fait, il y y aura plusieurs explications. Ce serait notamment la période de la pêche à la truite, paraît-il. Voilà, c'est vrai. Mais peut-être pas la truite, mais la période de la pêche. Bon, voyez un peu. Voilà. Oh, cette perspicacité, c'est incroyable. Impressionnant. On plaisante, bien sûr. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs explications, plusieurs possibilités. Donc la période de l'ouverture de la pêche. Voilà, qui serait peut-être liée à ça. Et donc on s'est dit, allez, un petit poisson pour faire des blagues. Alors j'imagine peut-être à l'époque, c'était un vrai poisson qu'on collait dans le dos, donc ça devait sentir ça, la petite histoire ne le dit pas, mais... Peut-être que c'était un vrai poisson au départ, qui sait. Certainement, on s'offrait des poissons, certainement. Le mystère demeurera. Bon, en tout cas, là, ce week-end, on parle de poules et de lapins, puisque, bien évidemment, les catholiques vont fêter Pâques, mais c'est aussi la fête des gourmands, Pâques, avec du chocolat à tout va.
Oui. Et vous nous avez proposé une petite sélection la semaine dernière. Vous continuez avec une chasse aux œufs? Une petite sélection, on démarre par quoi? Alors, du coup, une chasse aux œufs un peu spéciale, puisque cette année, forcément, vous l'avez entendu hier, et oui, dès samedi soir, le Covid 19h, oblige, effectivement. C'est fini. Du coup, il ne nous reste plus que la possibilité d'éventuellement une chasse aux œufs samedi. Et ça tombe bien, puisque à Aix-en-Provence, il propose en fait plutôt un jeu de piste. C'est l'association Tous les commerçants qui se sont mis dedans, et avec le site Pirouette Bobinette. Alors, deux possibilités. Soit vous allez sur le site télécharger le plan. Ça vous plaît, c'est très mignon. C'est trop joli, ça, comme nom. Voilà, soit sur le site télécharger le plan, soit directement à l'office de tourisme, il vous donne un petit plan. Et là, c'est un jeu de piste avec 3 parcours pour les enfants de 2 à 10 ans. Et donc, vous allez devoir trouver les voleurs de qui a volé les œufs de Josette, la poulette. Et donc, on en trouve des œufs après pour les plus gourmands, on pourra déguster. En fait, non, pas tout à fait. En fait, donc l'idée, c'est de bien collecter des indices, d'aller dans les vitrines auprès des commerçants qui vont vous donner des indices pour démasquer les fameux 3 voleurs, puisqu'il y a 3 parcours. D'accord. Et quand vous avez démasqué les voleurs, eh bien, vous allez pouvoir participer à un jeu concours qui, là, va vous permettre de gagner des gourmandises. Donc, le tirage au sort est lundi. Ça se mérite, le chocolat. Voilà. Mais effectivement, vous allez forcément croiser dans les vitrines des commerçants, etc. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de faire appel un peu aux compétences des enfants. Ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge? De 2 à 10 ans. Ah oui, tout petit même. Voilà. Donc, aider des parents, bien sûr. Tout à fait. Et l'idée, c'est effectivement selon leurs compétences, non, les couleurs. À 2 ans, ceci dit, ça fait Mais à 2 ans, on l'a dit. Déjà leur basket. Va donc chercher les œufs. Ouais, je suis sûre qu'ils en seraient capables. Voilà, donc c'est une petite proposition. En tout cas, voilà, si vous êtes près d'Aix-en-Provence. Donc on s'inscrit, oui. Non, il n'y a pas besoin d'inscription. Pardon. Aucune inscription. Vous allez juste soit sur le site Pirouette Bobinette. Pirouette Bobinette. Pirouette Bobinette. Ou à l'office de tourisme d'Aix-en-Provence pour récupérer ce fameux plan qui va vous permettre de vous c'est sympa, donc ça c'est pour samedi. Et puis pour ceux qui n'auraient pas encore acheté leur chocolat de Pâques, donc vous nous avez fait une première sélection la semaine dernière. Et là, vous avez d'autres chocolatiers à nous conseiller? Oui, mais avant, je sais que vous êtes impatients d'aller chez les chocolatiers, on va penser aussi à la chasse aux œufs des enfants. Comment l'organiser? Oui, pardon, soi-même. Oui, puisque la plupart des chasses aux œufs ont été annulées pour dimanche. Donc, si on souhaite l'organiser dans son jardin ou ailleurs, en forêt peut-être? Oui, exactement, dans les 10 km autour de chez soi, il n'y aura pas de souci. Donc, quelques petites idées. Par exemple, je suis sûre que vous l'avez fait, Catherine, quand vous étiez enfant, et même encore, on peut continuer. Teindre ses œufs. Donc là, c'est génial ça. Voilà, donc une petite astuce, vous mettez des petites fleurs, vous les posez sur votre œuf, vous mettez un vieux collant pour maintenir les fleurs et vous les plongez dans des pelures d'oignons rouges pour faire des œufs durs pendant 10 minutes. Et vous allez voir, quand vous allez retirer votre collant et les fleurs, une belle empreinte florale sur vos œufs qui sont teints. Ça s'imprègne, voilà, ça fait partie d'une idée. Bien sûr, la chasse aux œufs, vous pouvez aussi cacher des œufs de couleurs différentes pour du coup distinguer selon les enfants s'ils ont des âges différents. Vous pouvez aussi organiser des jeux, par exemple la fameuse course avec la cuillère et l'œuf dedans. Ça c'est génial, ça. Voilà, ça c'est quand même le grand classique. Pourquoi pas faire aussi une chasse à l'œuf à la torche le soir, par exemple, pour changer des grands classiques. Voilà, plein de petites idées. Et pourquoi pas aussi mettre des indices dans des vrais œufs qui ont été vidés auparavant pour changer de la classique chasse à l'œuf à manger, voilà, ou des petites coques en plastique. Voilà, une autre idée. Bon, et si on veut les manger, ces œufs? Et si on veut les manger, eh bien, on peut aller chez Mathieu Taborcia à Lambesque, qui lui travaille tout depuis la fève. Il est torréfie et il va aller travailler en masse de cacao pour après faire de beaux sujets. Ça commence à partir de 5 €, donc vraiment là, il y en a pour toutes les bourses. Et si vous voulez faire attention à votre consommation de sucre, parce que c'est quand même important aussi, eh bien, on va chez Au Contraire Pâtisserie à Marseille dans le 6e. Et là, le sucre traditionnel est remplacé par le sirop d'agave, le sirop de bouleau. Je sais que vous allez bientôt en parler, Catherine, du bouleau. Le miel d'acacia, la fleur de coco, voilà, pour petits et grands, parce que quand même, il faut aussi faire attention à son sucre, parce que c'est des moments un peu d'abus. Oui, mais bon, ça dure un week-end. Non, on se fait plaisir, non, Catherine. Mais bien sûr, c'est tellement important de se faire plaisir. Oui, un petit week-end. Merci, bien évidemment. Marianne. Et puis on est joli aussi à Pâques avec un teint tout reposé, une peau lissée, rosée, magnifique, grâce à une eau florale qu'on pourra concocter soi-même. Voilà, d'autant qu'on va avoir un petit peu de temps, puisqu'on ne va pas pouvoir beaucoup sortir. Oui, c'est ça. Donc, alors je voulais quand même vous dire... Donc on prend soin de soi. Oui, je voulais vous lire une phrase qui, moi, m'a beaucoup plu.
et que devraient adorer les féministes du XXIe siècle qui doivent me détester. Pourquoi? Alors, le cabinet de toilette est l'endroit où le miroir apprend le mieux aux dames ce qui leur convient le mieux pour plaire. C'est joli, ça. Oui, c'est joli. Hein, voilà. Alors, donc, dans le miroir, mon beau miroir, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, ça. Et au XIXe siècle, il y avait une actrice et courtisane. Ouais. Elle a eu comme amant Franz Liszt. Enfin bon, elle a eu que des amants très très célèbres. Qui s'appelait Lola Montes, qui a écrit quelques ouvrages d'ailleurs et qui conseillait déjà aux femmes de fabriquer elles-mêmes leurs produits de beauté par mesure de sécurité et d'économie. Donc vous voyez que l'histoire se renouvelle quand même très régulièrement. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes cherchent à fabriquer leurs produits de beauté. Alors après, il y a eu cette période où les multinationales nous ont expliqué qu'on avait besoin de 14 produits. Donc d'abord, on met un produit bien gras pour se démaquiller. Ensuite, on met une lotion pour bien enlever le gras. Après quoi, on met une petite crème pour hydrater. Enfin... Tout ça, en fait, sont des produits tout à fait nécessaires, mais il n'y en a aucun qui est essentiel. D'accord. Donc, pourquoi c'est essentiel, oui. Pourquoi ne pas revenir à l'essentiel, c'est-à-dire des produits basiques et des fameuses lotions qu'on va fabriquer à la maison, qui ne vont pas contenir d'alcool, comme les 3/4 des lotions actuelles. Et les lotions autrefois et les eaux florales s'appelaient des cosmétiques faites pour embellir le teint. C'est ce que je vous disais, pour avoir votre teint de rose et non pas de pêche. Sans oublier que un beau teint, on disait également que ça vient toujours de l'intérieur. Et oui, ça dépend de donc ce qu'on si mange. On mange trop de chocolat pour le week-end de Pâques, eh ben, ma foi, notre eau de fleurs, elle ne servira pas à grand-chose. D'abord, on va manger des légumes vapeur huile d'olive pour déjà récupérer un joli teint. Alors, les eaux florales, c'est d'une simplicité, mais incroyable. On va juste changer les ingrédients qui vont être des fleurs, des légumes, des fruits. Et donc ça, après, c'est en fonction de ce qu'on veut avoir comme effet sur notre peau. Et après, la recette est invariable. C'est-à-dire une tisane d'eau de source de préférence, les plantes qu'on laisse chauffer un petit moment, on filtre, on conserve en bouteille, mais jamais plus de 7 jours, jamais, 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 et toujours au réfrigérateur. 5 jours, c'est mieux, donc on les fabrique en petite quantité. Alors, on a par exemple l'eau de romarin. Alors, l'eau de romarin a depuis toujours la réputation de raffermir et de rajeunir le visage. Et on disait aussi d'elle qu'elle condense les épidermes relâchés. Alors là, on va traduire qu'elle est parfaite contre les rides, quoi. Oui, voilà. En plus, ça tombe bien, ça se trouve facilement chez nous. Hein. Mais exactement. Mais en plus, vraiment, ce sont les essentiels que je vous donne qui étaient vraiment les plus utilisés au 19e. Romarin contre les rides. Alors ensuite, on a l'eau florale, l'eau de sauge. Alors l'eau de sauge, elle purifie, rééquilibre, tonifie, assainit. Alors bon, comme c'est toujours le même principe... Là, c'est pour les peaux grasses plutôt. C'est une grasse mixte, absolument. Excès de sébum ou non. Et bien sûr, après, on a nos fameuses eaux florales de lavande, de rose, de persil. Alors l'eau de persil était très employée pour un petit peu éclaircir les taches de rousseur. Ah d'accord. Okay. Et on avait également une eau florale qui était excessivement utilisée par vous, messieurs, contre le feu du rasoir, donc après s'être rasé. Donc voilà la recette. Et on va l'utiliser tout simplement, on va en prendre un petit peu dans les mains et on va l'utiliser comme les lotions bien chères qu'on veut bien nous vendre. Donc à base de romarin, à base lavande, absolument girofle. Voilà, romarin, lavande, clou de girofle. Donc on a tout ça à portée de main, bien sûr. Et autrefois, les messieurs utilisaient également énormément donc la recette que je viens de vous donner, et également l'eau de rose et l'eau de lavande en lotion après rasage. Et ça enlevait également les petites rougeurs du rasoir. Donc toutes ces eaux florales sont d'une simplicité incroyable à fabriquer. Et pour les femmes, rose et lavande, ça sert à quoi? Alors l'eau de rose, elle est tout à fait universelle, elle sert vraiment à toutes ces eaux, en fait, en fonction de ce dont on a envie, on l'emploie, et on essaie de les changer régulièrement.
C'est-à-dire qu'on ne va pas employer pendant 6 mois ou même 1 mois la même eau florale. Comment on la fabrique? On est sûr qu'on ne va pas gaspiller. Et donc, on va faire une semaine lavande, une semaine rose. Pardon, je m'étouffe. La semaine sauge au Prenez romarin. votre temps, Catherine. On applique ça toujours avec un petit coton. Avec un petit coton. Et donc, on la conserve au réfrigérateur. On la conserve au réfrigérateur, c'est pour ça qu'on en fabrique peu. Oui. Et on va l'employer sur un visage nettoyé, sur visage et cou. Et là, contrairement aux lotions et aux produits actuels, on n'oublie pas d'en passer également sur les yeux. Ah oui. Parce que ça va également leur faire plein de bien. Et le matin, on va également l'employer au réveil. Ça va réveiller, déjà ça va nous réveiller. Et la peau. Et ça va nous permettre de préparer également notre peau à recevoir un maquillage éventuel. Donc les eaux florales, il faut absolument les fabriquer parce que c'est top, quoi. Merci pour tous ces bons conseils, Catherine. Et puis vos livres qui s'affichent. Voilà, on retrouve des conseils précieux, recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Et dictionnaire des savoirs et pratiques de la sagesse populaire. Merci beaucoup, merci Marianne. Demain, on se retrouve avec l'association des guides de conférenciers de Provence qui propose différents parcours dans la région. La recette de Carole avec l'agneau pascal, bien évidemment, et les conseils du sophrologue Sébastien Melin. Voilà, soyez au rendez-vous, on vous embrasse, on vous dit à demain.